Bonjour tout le monde et bienvenue à la prescription avec Dr Fred Lambert. Aujourd'hui, il sera question de musique classique, hein? Et oui, c'est la catégorie à laquelle je m'identifie. Que voulez-vous? C'est mon métier. Alors, j'ai débuté le violon à l'âge de 5 ans pour finalement changer d'instrument à l'âge de 20 ans. J'ai décidé de me mettre à l'alto à temps plein, en faire une carrière. Et pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, l'alto, c'est très similaire au violon, hein, pour la structure d'un instrument. Seulement, c'est plus grand, plus gros et plus grave, ce qui change complètement la façon de jouer, mais aussi la façon d'écouter. Hein. Au sein d'un orchestre, l'alto a plus un rôle d'accompagnement et physiquement, il se retrouve sur scène près des violoncelles et des contrebasses. Alors, soudainement, l'altiste doit trouver sa place à travers ces sons graves qui l'entourent. Une tentative de former un tout avec ses collègues est obligatoire, que ce soit par l'attaque des cordes qui est différente, le son qui est plus large, les vibrations, le vibrato qui est plus lent. Bref, c'est pas si évident que ça. Et au cours des 20 dernières années, j'ai eu la chance d'apprendre énormément en observant différents interprètes lors des répétitions d'orchestre. Et aujourd'hui, eh bien, je vous présente un musicien que j'adore, un grand sage de la basse fréquence qui m'inspire beaucoup, le contrebassiste Ali Kian Yazdanfar. Ali Kian Yazdanfar poursuit une carrière active à la fois comme contrebassiste solo de l'Orchestre symphonique de Montréal, comme soliste, chambriste et pédagogue. Après un diplôme en physique de la Johns Hopkins University, il a été membre du Houston Symphony, du National Symphony à Washington, le San Francisco Symphony et l'Orchestre symphonique de Montréal, où il joue actuellement. Agissant à titre de professeur adjoint à l'école de musique Schulich à l'Université McGill, il est souvent invité à donner des cours de maître dans le monde entier. Ali peut également être entendu sur de nombreux enregistrements de l'OSM, dont plusieurs qui ont reçu des prix Juno et Opus. Avec le Australian Chamber Orchestra, il a été contrebasse solo invité sur l'enregistrement des Winter Morning Walks de Maria Schneider, qui a remporté 3 prix Grammy. Voici ma rencontre avec Ali Kian Yazdanfar. Bonjour Ali, ça va bien? Oui, très bien. Oui, excellent. Je suis content de te voir aujourd'hui parce que à travers toute cette magnifique COVID que nous vivons en ce moment, j'ai remarqué, j'ai commencé à me faire un petit journal sur les bons coups, les mauvais coups qui se sont passés à travers ça, puis je me suis rapidement rendu compte que tu es une des belles découvertes, rencontres de cette maladie, de cette pandémie. Et tout ça est venu du fait que quand la pandémie a éclaté, quelques mois plus tard, tu m'avais écrit pour faire un projet, parce que tous les deux, on enseigne ici à l'université McGill, et un projet de concert. Or, juste pour mettre un peu de contexte, bon, ben, tu es le contrebasse solo de l'Orchestre symphonique de Montréal. Moi, des fois, je vais remplacer à l'Orchestre symphonique, puis quand on va remplacer dans la section d'alto, on est souvent dans le fond, et on se retrouve proche des contrebasses. Ben, souvent, je te voyais, on se saluait, mais on était, quand à l'orchestre, disons qu'on n'a pas beaucoup le temps de discuter. Il y a beaucoup de boulot et de focus. Donc, tu m'as contacté et tu me dis, écoute, on pourrait faire je suis en train de monter un récital solo avec peut-être une collaboration avec l'alto. Est-ce que ça t'intéresserait? Et ça serait un genre de projet COVID dans lequel on va jouer devant probablement une salle vide. C'était filmé.
Je pense que c'est le duo dans lequel j'ai été le plus éloigné d'un instrumentiste en jouant de toute ma vie. On était aux deux extrémités de la scène. Et cette expérience-là m'a amené finalement à te rencontrer, à discuter, puis à découvrir une personne assez fascinante, je te dirais. Et c'est pour ça que je voulais qu'aujourd'hui, on discute et je voulais te présenter aux gens. Tout d'abord, juste faire, on va brosser peut-être un petit portrait de qui tu es. Donc, tu es américain. Oui. Tu viens d'où exactement? Oui, je viens de Philadelphie. OK. Mais c'est sûr que maintenant, je suis plus de 10 ans au Québec, au Canada. Oui. Ouais. Je suis aussi canadien. Mais je suis aussi de mon père, côté de mon père, je suis iranien aussi. Ça veut dire que j'ai très passeport et c'est facile de dire que je suis toujours américain. Mais je voulais plutôt dire que tu viens des États-Unis. Oui, je viens des États-Unis. Tu as grandi là-bas. C'est ça. C'est ça. Et donc, la musique, d'où vient la musique? Est-ce que c'était quelque chose dans la famille qui était très présent quand tu étais jeune? Ou? La musique, pour moi, je peux dire que ça vient un peu de ma mère. Ma mère, quand elle était jeune, elle jouait de la contrebasse. Okay. Elle jouait l'accordéon. Mais ma famille, la maison, c'était pas un très musical. C'est sûr que ma sœur a pris des cours de piano. Moi, j'ai commencé des cours de piano. J'étais très chanceux. C'est à ce moment-là que la musique dans les écoles primaires, c'était là. C'était un choix. C'était nécessaire. Et dans la deuxième année, on a eu la chance de choisir un instrument. J'ai choisi le violoncelle. Mais j'ai reçu la contrebasse et je suis ici. Mais surtout qu'il faut comprendre que la contrebasse, quand on est si jeune, c'est littéralement impossible de pouvoir en faire. Puis même que je trouve que le violoncelle en deuxième année, c'est quand même... Ben, quoique de plus en plus, il y a de jeunes enfants qui commencent le violoncelle jeune, mais habituellement, c'est un peu plus tard, étant donné que l'instrument est quand même assez imposant. Mais donc, tu as commencé avec le violoncelle. Non, j'ai commencé directement avec le contrebasse. Oh non, tu as commencé... OK, tu avais pensé à ça, oui, mais c'était pas... Je me rappelle, il y avait un papier, premier choix, deuxième choix. Et moi, j'ai mis violoncelle, premier choix, contrebasse, deuxième choix. Mon meilleur ami fait l'envers, contrebasse, violoncelle, mais je ne sais pas pourquoi, mais moi, j'ai reçu le contrebasse, lui, il a reçu le violoncelle. OK, une petite erreur. Peut-être. Peut-être j'étais plus grand, je ne me rappelle pas exactement. Wow. Et donc, tu as commencé jeune à jouer un instrument. Donc, tu avais je présume, des cours un peu privés, puis tu as fait rapidement un peu d'orchestre. Ça doit être. Je ne me rappelle pas, honnêtement. J'étais assez jeune, 6 ans, 7 ans, je ne me rappelle pas. Wow. C'est sûr que j'avais des cours privés dans l'école. C'était une école publique normale. Ouais. Mais je pense qu'on a eu l'orchestre aussi. Je suis sûrement que tu étais initié à ça. Et donc, toute ta jeunesse, tu as eu un peu de musique, quand même. Mais finalement, tout ça t'a amené à ne pas étudier en musique. T'es allé faire d'autres études, pour commencer, du moins. C'est en quoi que tu es allé, donc? Moi, j'ai étudié la physique, mais je peux dire que quand j'étais jeune, je ne savais rien. Absolument rien du monde de la musique. Je ne connaissais pas de musiciens professionnels. J'avais pas d'expérience. OK. Quand même, j'ai fait... dans l'État où j'habitais, c'est Pennsylvanie, il y a un système d'orchestre régional de l'État et tout ça. J'étais dans ça. Et j'ai rencontré des gens qui disaient « Oh, je vais aller dans cette école de musique. » Mais personnellement, j'avais pas d'expérience. J'étais toujours dans la science, la mathématique, le médecin. C'est toujours ça que je me voyais. Est-ce que les sciences étaient plus quelque chose d'encouragé dans la famille? Est-ce que c'était quelque chose qui était plus présent, justement, que la musique? Mon père est médecin. Ma mère était infirmière, professeure de devenir infirmière. Oui, c'est ça. Nursing, gériatrique, je ne sais pas comment le dire, mais c'était toujours une maison académique, ça pas une pression académique, mais c'est sûr que c'est plus moi. Je peux dire que peut-être cette pression
je sentais, mais je peux dire que ma sœur, par exemple, ma sœur était toujours chanteuse, danseuse. Elle fait des shows de Broadway. Elle est allée... en fait, elle a un bac en musique, OK. en voix. OK. Elle était à New York. Elle fait des shows sur Broadway, comme ça. OK. Mais moi, quand même, j'ai joué la basse toujours. Mais j'ai pensé toujours médecin. Au début, c'était médecin. Et après, c'est devenu physique. Puis, J'ai jamais eu la physique, la mathématique plus. c'était plus ça qui était ton truc Ouais. dans la réflexion. Puis, et là, finalement, tu as fait un diplôme, tu as fait un baccalauréat en physique, qui était pas en Pennsylvanie. C'était-tu en Pennsylvanie ou tu es allé ailleurs? C'était à Johns Hopkins, OK. à Baltimore. À Baltimore. Et la chose intéressante avec Johns Hopkins, c'est associé avec cette université, c'est Peabody Conservatory. Qui est juste à côté. Là. Oui, c'est peut-être du kilomètre. Oui. Mais c'était en partie de la même université. J'avais la chance de prendre de l'orchestre, des corps privés. Et j'étais tellement chanceux parce que ce moment-là, le prof qui était là était... Mais maintenant, il est le premier chaise à Philadelphie. Mais quand même, je n'ai pas eu la chance d'étudier directement avec lui, mais le studio des contrebassistes était très fort. Pour moi, c'était la chance que j'ai jamais eue. Et j'étais aussi chanceux qu'il n'y avait pas assez de contrebassistes. Et ils m'ont demandé, est-ce que tu veux jouer dans l'orchestre? Est-ce que tu veux venir dans les classes de répertoire et tout ça? Et je dis, mais bien sûr, pourquoi pas? Et j'ai commencé à pratiquer plus, j'ai commencé à réaliser c'est quoi un musicien professionnel. Mais ça, c'est quel âge quand tu as commencé à apprendre à... Parce que c'était parallèlement avec ton bac en physique, Oui. mais ça, donc on parle, tu avais 17, 18 ans, donc quand tu as commencé à être plus sérieux? J'étais jeune pour l'université, j'ai commencé à 17 ans. Je peux dire, la première année, je n'étais pas vraiment dans la musique. J'ai commencé la deuxième année vraiment de pratiquer, de travailler, d'être full-time dans toutes les choses de performance à Peabody. Mais je n'ai jamais pris des cours de musique, de théorie, d'histoire et tout ça. Attends, mais tu n'as jamais pris de cours de ta vie? Ben, j'avais 2 jours de cours de théorie. OK. Mais c'est une lacune pour moi. C'est toujours dans... Encore aujourd'hui? Oui, j'ai des faiblesses, c'est sûr. OK. Mais c'est normal dans la vie. On ne peut pas faire tout. Non, je suis juste surpris que finalement, tu as fait beaucoup de... Tu as fait un focus sur l'instrument, sur comprendre l'instrument, comment bien jouer l'instrument. Mais même encore aujourd'hui, je veux dire, quand on est contrebassiste, on a toute cette notion que vous êtes justement à la base, des accords, souvent, tout ça. Donc, tu as quand même une notion théorique où sûrement tu as lu par toi-même quelques trucs, puis tu t'es autodidacté les connaissances que tu avais besoin. Oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est, par exemple, je ne suis pas un bon joueur de jazz. OK. Mais quand même, je me suis trouvé dans des gigs de jazz. OK. Et dans des gigs de jazz, pour les contrebassistes, c'est pas écrit, c'est juste des accords. Ouais. Et il faut comprendre vite ce que ça veut dire quoi. Mais aussi, quand j'ai continué à pratiquer, j'ai réalisé que j'ai des limites. J'ai toujours des limites. Et si on veut passer ces limites, il faut apprendre. Ouais. Et en fait, quand je me suis arrivé dans l'orchestre, c'était comme le début de mon école de musique. C'était jamais comme formel. J'avais pas de stress de « Oh my God, est-ce que je vais gagner un job ou non? » J'étais dans l'orchestre à Houston quand j'avais 21 ans. C'est juste directement après le bac. Et j'étais entouré par des gens qui étaient à Juilliard, qui étaient à Curtis, qui avaient étudié toute leur vie, qui savaient toute leur vie qu'ils voulaient être musiciens. Ouais. Et moi, j'étais là comme un peu... pas un imposteur, mais j'étais comme un invité. Ouais. Et au début, c'était sûr, j'avais des choses à apprendre. Le répertoire, comment jouer, les exigences, tout ça. Mais après, j'ai réalisé, j'ai besoin d'apprendre un peu de théorie. On apprend l'histoire, on apprend tout ça.
mais c'est pas formel et des fois c'est un peu ça devient mystérieux, ça devient difficile. Ah oui. Et je suis chanceux, ma femme, elle a un doctorat en musique aussi, Ouais. comme toi. Et je demande des questions, on a des livres chez nous, je lis. Il faut que je fasse des recherches. Ben oui, mais sauf que là, quand tu as terminé ton bac en physique, est-ce que tu as finalement pris une autre formation, une maîtrise en musique ou pas du tout? Simplement, tu as commencé à travailler, là, finalement? Mais j'ai commencé à maîtrise. T'as commencé une J'ai maîtrise? commencé à maîtrise. Et il y avait une audition la première semaine de l'école, à l'université même. Et j'ai gagné. Et j'avais comme 11 jours de classe, je pense. Et finalement, il fallait que j'arrête l'école. Ah oui. J'ai fait un withdrawal. Et j'ai commencé à travailler un mois plus tard, en octobre, après l'université, mon bac qui était en mai du 1996, j'ai commencé à travailler quelques mois plus tard. Wow. Et là, ça, c'était à Houston. Houston. Et il y a quand même une question qu'on peut se poser. Comment t'as fait pour atterrir au Québec, là, comme ça, tout d'un coup? Ça vient d'où? Premièrement, même avant que tu m'expliques ça, t'as appris le français en venant vivre ici? Non, le français, j'ai appris... mon histoire avec le Québec, c'est long, c'est important. C'est marqueur dans mon parcours comme musicien. J'ai décidé de devenir musicien au Québec, au domaine Forget, en fait. C'était un cours de musique. Je suis venu parce que j'aimais ça, je voulais avoir quelque chose à faire, mais quand même, j'ai étudié la musique. Et c'était après ma 3e année de l'école, de l'université. Et c'est à ce moment-ci que j'ai décidé qu'est-ce que je vais faire. Est-ce que je vais faire la musique? Est-ce que je vais auditionner pour les écoles? Est-ce que je vais commencer à étudier pour le GRE, le Graduate Record Exam? Il faut le faire pour la physique. C'est un examen qui est très, très difficile, très long. Et je suis venu ici au Québec et j'étais en amour. J'étais en amour pas juste avec la musique, mais avec la place, avec l'idée d'être dans un monde différent que je connaissais. J'étais toujours un peu renfermé dans les États-Unis, dans la partie des États-Unis. C'est ça, j'étais à Houston, mais c'était juste 2 ans. Le reste du temps de ma vie, jusqu'à ce moment-ci, c'était toujours dans la même place, dans le Mid-Atlantic des États-Unis, entre Philadelphie, Baltimore et plus tard Washington. Et j'ai dit, je veux faire ça. Je vais faire ça. Je vais appliquer pour les maîtrises de l'université pour avoir une maîtrise en musique, même si je n'ai pas de bac. Ça va prendre un peu plus long. Mais si je n'ai pas de job à 25 ans, je vais retourner en physique. Et, c'était ton plan B, si ça ne fonctionnait pas. Oui. Mais finalement, j'ai commencé, j'avais un job la première semaine. Et j'étais comme, OK, on commence. Qu'est-ce que je fais? Mais quand tu es revenu au domaine la première fois, c'était bon, tu étais venu faire un stage, étudier avec des gens, tu as passé l'été à pratiquer, tout ça. Mais cet été-là, tu parlais pas encore français. Tu es venu... Ah oui, le français. Ben, c'est sûr, je n'ai pas parlé le français, mais il y avait tellement de monde. C'était tout un monde que je ne connaissais pas. Il y avait des gens qui parlaient une autre langue. Quand même, j'étais en Europe avant. Je connais, ça veut dire quoi, mais j'ai passé du temps avec des Québécois. Pourquoi? Parce qu'ils avaient... ils étaient heureux. Ils étaient dans leur élément, mais tout était nouveau pour moi. Je voulais absorber tout ça. Mais pour le français, j'ai appris comme ça. OK. J'ai appris parce que j'avais besoin de m'exprimer avec des gens qui soit parlaient pas de français, ou anglais, ou que...
Je sais pas, je voulais apprendre. Parce que ton français, il est tellement impressionnant. Honnêtement, à chaque fois, je dois me rappeler ton parcours puis me dire, wow, OK, puis tu as mis de l'effort. Je veux dire, tu as quand même étudié la langue. Après, tu as pris des cours, probablement. J'ai pris des cours. Plus tard, j'étais à Washington, dans l'orchestre à Washington, National Symphony. Et j'ai pris, il y a une école dans le gouvernement, dans le département de l'agriculture. Je ne sais pas pour les cerveaux, je ne sais pas. Mais il y a un département de langue pour le Foreign Service. Et j'ai pris des cours de français, mais ce n'était pas très sérieux, ce n'était pas super bon. C'était fun. Mais plus tard, j'ai rencontré ma femme et j'habitais c'était mon parcours avec le Québec, mais ma relation avec le Québec, c'est compliqué. J'ai toujours voulu venir ici. Je voulais être ici. Et je suis venu ici en 2002. J'ai gagné le poste que j'ai maintenant. Je suis venu et j'ai parlé un peu de français, mais je n'étais pas confortable. C'était un peu, personnellement, pas le bon moment pour moi. Je suis retourné aux États-Unis. Et à ce moment-là, j'ai décidé de commencer à apprendre la langue plus sérieusement. J'ai des cours, j'avais un prof privé, mais c'est quand j'ai rencontré ma femme qui habitait à Québec à ce moment-là. On était tous les deux des profs au domaine forger. Et on a commencé de se fréquenter. Oui. Mais on était à distance et je lui ai demandé est-ce qu'on peut parler en français. Et pour une année, à distance, on a parlé juste le français. Wow. Et je peux dire, même avec mes amis, j'avais quelques amis, j'ai dit, je veux apprendre le français, est-ce qu'on peut parler en français? Même des amis avec qui je parlais en anglais. Ils ont dit oui. Et c'était ça. Mais c'est sûr, j'ai des faiblesses en français. Bon, mais je veux dire, tous les apprentissages de langue, c'est sûr que c'est très difficile de maîtriser parfaitement, mais je veux dire, quand même, tu t'es lancé. L'amour a probablement aussi aidé un peu la motivation de cette langue, c'est certain. Et donc vient le temps, c'est ça, donc tu étais au Texas, ensuite tu as eu un travail à Washington, où tu as travaillé pendant quelques années. Et finalement, tu t'es retrouvé ici. C'est quelle année que tu as gagné ton poste ici? Mais la première fois, c'était en 2002. C'était en 2002. Et j'ai passé un an ici. C'était avec Dutoit, Charles Dutoit, qui m'a embauché, mais finalement, c'était le désastre. Sa sortie de Québec et tout ça. Je suis retourné aux États-Unis, mais après, je suis venu pour permanence. Pour faire la permanence. Pour faire la permanence, c'est en 2008. Ouais. Et je suis ici toujours. Wow. Ça, c'est incroyable quand même. Et depuis ce temps, donc tu as ton poste à cet endroit. Tu enseignes, tu as une petite classe quand même aussi ici à McGill avec quelques étudiants avec qui tu travailles. Donc, tu as comme varié aussi les activités, tout ça. Moi, ce qui m'a rapidement impressionné dans cette rencontre avec toi, il y a quand même une espèce de forme, ça va l'air un peu étrange, ludique, mais tu sais, je trouve que tu as un côté très spirituel par rapport à l'approche de la musique. Et même de ton instrument, mais aussi de l'approche de la musique en général. Puis, tu sais, souvent, on va dire, il y a certains musiciens sont plus sérieux quand revient le temps, mettons, d'aborder une pièce, ou bon, tout ça. Toi, il y a un côté sérieux, mais il y a comme une espèce de conscience, d'expérience dans laquelle, oui, je trouve que tu t'impliques, mais il y a quelque chose de mystique un peu, je trouve, dans ton approche. Mais c'est vrai. C'est pas, je fais pas ça pour faire des blagues, mais quand je te regardais te préparer, tout ça, je me suis dit, je me demande exactement c'est quoi cette préparation-là, c'est quoi cette discipline. Parce que est-ce que tu vois justement la musique comme une discipline, comme un devoir? C'est quoi exactement ton rapport avec la musique? Ça, c'est une bonne question. Je peux dire premièrement que la musique, c'est pas une chose à part dans ma vie.
la musique, j'approche la musique dans la même façon que j'approche toutes les choses dans ma vie. C'était une expérience. C'était une chose que je vive quand je joue, quand j'écoute la musique. Mais j'ai une expérience quand même quand je parle avec mes amis, quand je vis avec ma famille, quand je lis un livre, quand je regarde un film, tout ça, il n'y a pas de différence. À cause de mon histoire, je peux dire que la musique m'a attiré. Après, j'ai étudié la physique et la mathématique. Et c'était une balance qui manquait dans ma vie. Un balance pas juste un balance, mais c'était je voulais avoir une vie plus large, une expérience plus large. Dans la physique, c'est ça, les gens étaient intelligents, intéressants, qui venaient de tous coins du monde. C'était super. Mais c'était intellectuel. Il n'y a pas un aspect comme physical quand tu étudies la science. Il y a pas, mais il y a un aspect spirituel. Je peux dire, il y a un aspect spirituel dans la physique. Aussi? Moi, j'aimais l'astrophysique. Ouais. Et c'était toujours, on cherche des explications. Mais quand même, il faut aussi regarder. On est toujours en regardant qu'est-ce qui se passe. C'est pas juste qu'est-ce qu'on voit, mais quand est-ce qu'on voit. Et ça veut dire quoi pour le passé, pour l'avenir. Il y a un côté spirituel dans ça. Mais quand même, c'est un aspect. Et pour moi, la musique, j'ai décidé de devenir musicien parce que je me suis dit, je vais avoir une vie plus intéressante. Je ne veux pas faire juste une chose. Je veux faire les connexions entre les choses. Je veux avoir... mais j'ai plusieurs intérêts. La musique, la science, l'histoire, la culture, tout ça, la nature. Mais le plus d'expérience que je peux avoir, c'est le mieux. Et c'est une chance d'être dans l'inconnu. Ah oui, et là, ça, dans l'inconnu, c'est certain que... Et surtout avec l'orchestre, avec la quantité de musique que vous avez dans une année à jouer, l'inconnu se présente devant votre lutrin assez souvent. Et c'est ça, oui. Je trouve ça cool, qu'est-ce que tu dis, comme l'idée de l'expérience et aussi l'idée d'avoir quelque chose d'intéressant à la musique. On a tous des préférences, ça c'est certain. On a tous du répertoire qu'on aime plus que d'autres, mais quand même, la musique va nous amener des fois dans des zones qu'on pensait pas nécessairement être bien. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui se dégage qui est fantastique. Puis toi, justement, donc dans ta musique, t'as-tu quelque chose en particulier que tu aimes plus jouer? Justement, as-tu des préférences stylistiquement ou même, ça peut être dans les compositeurs? Je suis curieux. Ça, en fait, on n'a jamais même discuté de ça, toi et moi. Moi, c'est les intérêts changent. Mais c'est sûr que si je vois une chose qui est toujours là, je veux une musique qui premièrement, qui est créative et qui n'est pas nécessairement innovateur, mais c'est juste que mais on a toujours des limites. On vit dans des limites. Et la musique, c'est toujours des limites de le temps, l'orchestration, tout ça. Mais comment le compositeur joue avec ses limites et de prendre les attentes du public et de faire une surprise et tout ça, ou de faire une chose pas juste nouveau, mais nouveau qui révèle quelque chose. Mais c'est sûr que ça existe dans la musique classique. Je n'ai pas trouvé dans tous les compositeurs, mais je préfère des gens qui sont un peu individuels, à part. Au début, c'était toujours Berlioz. Dans la période classique, il y a quelqu'un qui est plus comme dramatique, opératique dans le style. Et ça prend un moment que on pense plus à Beethoven, qui est très super pour moi aussi, très créatif. Mais Berlioz, c'est comme un niveau de plus. Ouais.
Mais quand même, comme plus récemment, dans le début du 20e siècle, comme Prokofiev, dans l'harmonie, c'est incroyable. C'est des changements des juxtapositions qui ne devraient pas être là, mais qui sont très émotifs. Et cette créativité, c'est très important pour exprimer cette émotion qui est le fondamental d'une expérience. Quelque chose qu'on rappelle, c'est ça. Mais c'est pas juste la musique classique. C'est sûr, il y a d'autres compositeurs, mais il y a d'autres sortes de musique aussi. J'aimais au début de mes expériences avec le Québec, c'était comme la musique folklorique traditionnelle du Québec. Ben oui, tu as été initié à ça. Oui, j'aimais ça. C'était une réflexion de la culture d'un peuple, d'une histoire, de sentiments, c'est ça. Et ça, c'était très important pour moi. Et honnêtement, aussi avec le fait que mon père, il est iranien et tout ça, la musique iranienne, la musique traditionnelle iranienne, est très émotif, très poétique, mais c'était plus difficile d'approcher ça. Ça, c'est certain. Mais puis aussi, parlons-en un peu de ta culture iranienne, si tu veux bien, parce que je sais que c'est un de tes petits, je dis petits, mais peut-être plus gros projets des dernières années, c'est que tu t'es reconnecté avec ta culture iranienne. Je dis reconnecté parce que, si je me souviens bien, ton père est iranien. Ta mère, elle est américaine. Et tu n'as pas vraiment nécessairement appris l'iranien quand tu étais jeune dans la maison. C'était pas la première langue discutée. Oui, le perse, c'est sûr que j'ai entendu ça toute ma vie. Mais la culture, c'est sûr que dans la langue, c'est très clair. C'est nécessaire vraiment d'apprendre la culture. Mais la culture, c'est pas juste ça. C'est la façon de penser, la façon de juste de vivre. Mais il y a toutes sortes de choses. J'ai vu une photo d'un de mes amis m'a montré, c'était comme un iceberg. Et ça parlait de la culture. Et la partie qui était visible, c'était comme des choses comme la langue, la bouffe, les vêtements, tout ça. Mais en dessous de l'eau, c'était tout le reste. C'était toutes les choses difficiles à apprendre. Et dans ma vie, j'avais toujours comme des expériences, des interactions avec les Iraniens, mais c'était une autre génération. Et c'était comme tous les amis de ma famille étaient iraniens, toutes les soirées, les parties de maison, c'était toujours des Iraniens. Mais à ce moment-là, surtout autour de la révolution islamique, quand j'étais jeune, il n'y avait pas comme, c'était pas une ouverture, c'était pas tout était comme un peu mis à côté. OK. Et surtout aux États-Unis, à ce moment-là au moins, je pense qu'il y avait une pression d'assimilation que j'ai sentie. Je ne sais pas si c'était vrai ou non, mais pour moi, pour un jeune où j'habitais, où il n'y avait pas beaucoup d'Iraniens, c'était toujours une chose qui était un peu loin. Dans l'université, j'avais quand même des connexions, mais quand j'ai commencé à être dans les orchestres, il n'y a pas beaucoup d'Iraniens dans les orchestres. Il n'y a pas beaucoup. Et j'ai perdu un peu le contact avec la culture. Plus, je travaillais beaucoup. Je n'avais pas le temps de faire des amis à part les gens autour de moi. Et il y avait un moment donné que j'ai décidé, je suis à Montréal, il y a une communauté comme plus récente, plus vivante. Et je me suis dit, c'est le temps, c'est maintenant ou jamais. Et c'est pas une chose que je dis. Mes projets sont jamais que je vais faire une chose parce que je trouve que c'est cool. C'est plus que, ici, c'est une chose qui est importante. Je pense depuis des années, je vais consacrer comme une bonne partie de ma vie, soit 10 ans, à changer moi-même,
Et c'était le temps de le faire. J'ai commencé à reprendre des cours de perse. J'étais assez débutant. Je suis toujours débutant, même après plusieurs années de un fort travail. C'est difficile. Ça, c'est il y a 10 ans, t'as débuté, t'as décidé, OK, je me lance, je vais essayer de raffiner, peaufiner mon perse. Moi, je dirais plus 5 ou 6 ans. 5 ou 6 ans? OK. Mais c'est pas juste ça. En fait, le projet original, c'était, je voulais demander à un compositeur perse de m'écrire un concerto pour l'orchestre. Et en fait, je voulais comme une inspiration. Mais il y a toutes sortes de littérature perse qui est très héroïque dans l'idée comme l'Odyssée de Homère et épique. Ouais. Mais c'est toujours en poésie. C'est très difficile de lire dans la langue originale et ça fait longtemps que je lis des choses en traduction. Et je dis, je veux une pièce comme ça écrite pour moi avec cette inspiration. Et j'avais beaucoup de soutien de l'OSM. J'étais très content. On en a fait, je pense que les concerts, c'était en 2018. Ça fait longtemps, mais avec le COVID, c'était loin. Mais c'est à ce moment-là que j'ai commencé à refaire des connexions. Parce que je suis pas jeune. C'est pas comme j'ai pas toute ma vie devant moi. Et c'était une chose que je voulais faire. En fait, je voulais le faire depuis 25 ans. Mais avec tous les problèmes dans le monde, le 9/11, les attentats dans New York, je me suis dit toujours, c'est pas un bon moment de voyager au Moyen-Orient. C'est pas le bon moment. Mais finalement, je voulais aller avec mon père au début, mais finalement, mon père, il voyage pas beaucoup parce qu'il a plus que 80 ans. Et c'est difficile. C'est moi qui dois le faire. C'est moi qui dois faire le travail pour une chose qui m'intéresse. Sinon, c'est terminé. Non, c'est ça. C'est terminé. Et là, tout ce travail-là, comme tu dis, tu t'es mis à prendre des cours de langue. Tu as pris, je pense même, des cours d'écriture. Perse que tu as commencé à apprendre qui semble, en tout cas, du moins assez complexe. Mais je fais pas la calligraphie. Non. Mais c'est ça, mais il faut apprendre comment lire. En fait, souvent, les gens qui sont comme deuxième génération dans un pays comme le Canada ou les États-Unis, souvent, ils savent parler, mais ils ne savent pas écrire et lire. Mais pour moi, c'était comme plus tout en même temps. Oui. Mais c'est normal. Mais là, est-ce que tu l'as fait, ton voyage au Moyen-Orient? Non, j'ai tous mes documents comme refaits. J'avais des documents d'il y a 40 ans que j'ai renouvelés. Okay. Il y avait on voulait faire un voyage pour faire un concert, mais quand même, c'est compliqué. La vie, c'est toujours... Mais je ne dis pas la vie, la politique, c'est toujours compliqué. Et il y aura un moment donné que je dis, je vais aller. Ouais. C'est même compliqué parce que si je veux aller avec ma femme, par exemple, il faut qu'elle prenne un passeport iranien aussi parce qu'avec le mariage, les femmes deviennent la nationalité. C'est compliqué. OK. Mais ça s'en vient. Ça s'en vient. Puis toute cette quête-là que tu fais qui est personnelle, comme tu disais, c'est quelque chose qui est important, qui te tient à cœur. Tu es un jeune fils. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux essayer aussi de lui léguer? Parce que ça fait partie aussi, c'est dans son sang aussi. Oui, c'est sûr. J'ai un fils qui est un peu gâté de toutes les expériences de nous. Ma vie, il y a plusieurs intérêts. Je suis assez enthousiaste de plusieurs choses. C'est beaucoup pour lui. Quand même, ma femme, qui a un doctorat en musique, a décidé de changer de carrière pour devenir médecin. Ouais. Et
elle termine présentement. Et mon fils a vu tout ça. Quand même, on ne pousse pas qu'il devienne musicien. On ne veut pas, je peux dire, qu'il devienne musicien. Parce que c'est difficile. Et, c'est tellement drôle, ça, parce qu'on fait tout ça. Moi-même, j'ai 2 filles, ma blonde est musicienne, puis les 2 ont fait « non, pas musicien ». Puis ça, est-ce que c'est triste qu'on pense comme ça, un peu? Je sais pas. S'il veut devenir musicien, il va le faire. Oui, je sais, mais c'est comme une espèce de réflexe qu'on se dit, on a mis les pieds dedans. Tu sais, justement, Karine, qui est ta blonde, ben, tu sais, c'était super altiste, tout ça, puis comme tout le monde, c'est un milieu dur, c'est un milieu qui est pas facile pour tailler sa place, tout ça, puis des fois, il y en a qui décident de faire d'autres projets, tout ça, puis c'est correct, puis c'est drôle. Quand même, il y a certains musiciens que je connais qui sont très fiers que leurs enfants se lancent en musique, que c'est comme c'est une prolongation de leur carrière. Moi, dans notre cas, en tout cas, du moins, nous, on a décidé que s'ils n'allaient pas en musique, on était très, 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 très heureux avec l'idée. Peut-être parce que nous-mêmes aussi, c'est quand même difficile. Je sais pas. C'est une drôle de chose. Parce que souvent, je pense au contraire avec les médecins. Je pense que souvent, les médecins, si leurs enfants vont en médecine, ils doivent être extrêmement fiers de ça. Ou peut-être même c'est encouragé. Je sais pas. Peut-être certains métiers. Mais pour moi, le plus important, c'est cette idée d'exploration, de créativité que je veux transmettre. Et c'est sur la musique. Je suis très chanceux dans le monde de la musique. Mais oui, c'est difficile. C'est difficile comme métier. Même, je suis comme peut-être un des plus chanceux contrebassistes dans Montréal, c'est sûr. Oui. Mais il va trouver quelque chose qui... Qu'est-ce que je peux dire? Il va trouver quelque chose qui donne un sens d'importance, de connexion. En fait, c'est cette connexion qui je trouve qui est le plus important. Quand on perd cette connexion, même les musiciens, les jeunes musiciens que je vois, c'est plus un travail, c'est plus un... J'apprends les notes, je joue parfaitement, je joue une bonne phrase. Mais c'est pas juste ça. La culture, c'est pas juste ça. C'est aussi la connexion avec les gens qui sont dans l'orchestre depuis 40 ans. C'est la connexion avec le public qui sont abonnés depuis 40 ans. C'est l'histoire, c'est les jeunes qui viennent pour la première fois. C'est pour apprendre où nous sommes et où nous étions et où nous allons. Oui. Ouais. Ça, c'est difficile parce que c'est pas une importance dans la culture. Pas juste la musique, pas juste l'art. Mais ça, je trouve ça intéressant. Tu dis ça, que les jeunes aussi ont un rapport plus, comme tu dis, de voir la musique comme un job. Comme un... Ben oui, c'est un art, c'est certain. Mais avec toutes l'idée, bon, il y a des auditions, je gagne un job, j'ai un salaire, tout ça. Mais c'est vrai que la musique, c'est en théorie, c'est beaucoup plus gros que ça. Puis même, je dirais même une comparaison assez proche, je pense à mes amis artisans du cinéma. C'est un peu aussi la même chose. Je veux dire, c'est un cinéma, travailler dans le cinéma, c'est pas un job. C'est une passion, c'est quelque chose, c'est une espèce de vocation un peu étrange, difficile aussi, très dur, compétitif à souhait. Mais c'est ça, c'est de trouver son truc. Mais je suis sûr que ton fils va finalement un jour trouver ça. Puis, tu sais, on parlait du métier qui est dur. Et puis, on parle souvent du stress de musicien. Tu sais, quand moi, la première fois chaque fois que je t'ai vu, tu sais, t'as quand même un rôle assez important au sein de l'orchestre parce que la basse, mais oui, c'est ça, c'est la basse. Il y a un côté rythmique, il y a un côté harmonique qui doit être soutenu. Si les basses sont fausses, ben là, je veux dire, ça a tout un impact horrible sur tout l'orchestre, hein, littéralement. Donc, vous avez un rôle assez sérieux à suivre. Un rôle aussi important, est-ce que ça vient avec son lot de stress et d'angoisse, ou c'est quelque chose que là, maintenant, ça fait beaucoup d'années que tu es là, donc que tu maîtrises super bien, puis tu te vois aller. Non, mais puis souvent, on voit les gens aller, puis je me disais, moi, je te regardais au sein de l'orchestre, je disais,
Ailleurs, je sais même pas, il a l'air tellement calme, tout se passe bien, il est en contrôle. Je trouve ça assez inspirant. Mais des fois, on projette des choses et à l'intérieur, on vit d'autres. Ouais, le stress. Je pense que c'est pire avec le temps. Au début, j'étais naïf. J'avais... tout était neuf. Je ne savais pas les choses qui pouvaient passer, qui peuvent passer. C'était juste comme l'expérience du présent. Le stress, maintenant, ben, ça vient de beaucoup de places. Ça vient avec les attentes de moi-même. Parce que la musique, c'est pas une chose permanente. Tu joues et c'est terminé. C'est évanoui dans l'air. Ça veut dire que ton niveau, c'est juste le niveau que tu es en ce moment. Ça veut dire que si tu jouais super bien dans le passé, tu en attends de faire le même ou même plus. Aussi, avec le temps, on est plus occupé avec la famille, avec les autres choses. Que je peux dire que le stress, ça vient plus de maintenir mon niveau et de grandir, de maintenir le niveau dans les choses comme l'orchestre. J'ai besoin d'être là pour tout le monde. Ils ont besoin de moi. Mais quand même, de grandir dans la même place. Il faut toujours prendre des risques, mais c'est difficile de prendre des risques quand il y a des gens qui ont besoin de toi. Ouais. Parce qu'il faut avoir l'espace. Et c'est à cause de ça que il faut trouver le temps. Et des fois, il faut dire non à des opportunités parce qu'il faut juste prendre du temps. Et je pense que ça, c'est difficile dans le monde parce que, surtout dans la musique, si tu dis non à une chose, la prochaine fois, ils ne vont pas même demander. Et ça, j'aime pas ça. J'aime pas cette idée que on ne peut pas facilement prendre le temps pour la santé physique, santé mentale, santé comme musicale, tout ça. Ouais. Mais quand même, je trouve des solutions ici et là. Je travaille avec ça. Et je suis mieux maintenant que, je peux dire, il y a 10 ans. Mais quand même... Non, c'est des défis, là. Des fois, il y a des... Puis aussi, ça dépend d'un paquet... Comme tu dis, d'un paquet de facteurs. Des fois, c'est le programme. Des fois, c'est, comme tu dis, la fatigue. En tout cas, il y a tellement... Ouais. Il y a tellement de choses qui peuvent venir en ligne de compte. Mais ça m'amène à me poser une question. Est-ce que tu trouves... Comment tu trouves l'avenir d'un musicien? Dans le sens que tu dis, il faut essayer de maintenir un niveau, du moins un niveau de qualité qui permet justement d'affronter ces pièces-là, de leur donner justice, si on peut dire ainsi, là, bien jouer les pièces. Est-ce que... Et là, quand on vieillit, ben oui, des fois, le corps suit un peu moins, tu sais. Puis il y avait des gens comme, je pense que c'était Heifetz qui avait surpris tout le monde un jour, est-ce qu'il avait décidé de prendre sa retraite, puis il jouait encore très bien, mais il jouait pas assez bien pour lui. Donc, et il trouvait qu'il manquait... Il était capable de jouer, mais il dit, j'ai pas la même agilité, ma justesse, des fois, puis il jouait toujours impeccablement juste. Puis pour lui, encore, il dit, des fois, c'est faux, ça me déplaît. Puis un jour, il a dit, OK, c'est terminé. Il a rangé l'instrument, il a dit, c'est ma retraite, c'est fini. Puis il n'était pas si vieux que ça. Et puis après, on regarde d'autres gens. Il y a d'autres gens qu'on se dit, peut-être qu'ils devraient prendre une retraite. Ce serait peut-être bien pour tout le monde s'ils arrêtaient. Donc, toi, comment tu vois ça? Est-ce que tu dis, est-ce qu'un jour... si mon corps ne suit pas, est-ce que je suis mieux d'arrêter? Comment tu envisages le vieillissement musical? C'est une lourde question, je le sais. Oui, c'est très lourd. Puis même moi, je suis souvent tiraillé, puis j'y pense. J'y pense beaucoup. Je veux dire, on est dans l'âge où en ce moment, on est dans un âge qui nous oblige à réfléchir à ça. Tu sais? C'est comme... Ben, tout change. Tout change. C'est sûr, mon corps change. J'étais très chanceux. J'étais rarement blessé. J'essaie de me garder toujours en forme. Je cours, je fais beaucoup de vélo dans le passé. Je faisais beaucoup, je m'entraîne plus dans le passé, avant le COVID, c'est sûr. Mais les attentes changent aussi. Ouais. Et c'est difficile. C'est notre société, les valeurs de notre société. C'est sûr, les jeunes qui n'ont rien à faire sauf pratiquer, ils ont un niveau d'exécution qui est incroyable.
Et il y a moins de valeur peut-être sur l'expérience et tout ça. Je ne veux pas comme faire des excuses, c'est pas ça. Non. C'est plus que il faut réaliser que maintenant, après 25 ans de carrière, les attentes ont changé. Et si je veux continuer, il faut que je change tout. Il faut que je change mon cerveau. Cette créativité duquel j'ai parlé, ça vient de ça. Il faut penser, c'est quoi de nouveau? Les outils sont différents. Le style a changé un peu. La musique qui est jouée a changé. Mais ça, c'est une façon de penser, comme de retrouver l'intérêt. Mais quand même, il y a un moment donné que je regarde mes élèves, par exemple. Il faut savoir qu'il y a un moment donné que tu passes l'information. Et ça, c'est important aussi. Tu ne peux pas être le centre toujours. Non. Quand on est jeune, c'est comme on est un peu égoïste. Même si on n'est pas égoïste, il y a toujours cette sensation que je peux faire ce que je veux. Ouais. Tout. Mais quand on devient plus vieux, c'est comme il y a d'autres façons d'être heureux. Mais je veux jouer, mais quand même, je fais beaucoup de travail dans mes solos, de jouer avec d'autres musiciens, que je sais que c'est possible toujours que je me blesse et c'est terminé, ou s'il y a quelque chose qui ne passe pas, je me dis que j'ai peut-être 10 ans, mais j'ai peut-être 5 ans, j'ai peut-être 1 an, ou moins, ou plus. Et il faut parler comme ça. Il ne faut pas penser que je peux le faire. Si je ne le fais pas maintenant, je vais le faire dans, je ne sais pas, quelques années. Parce que ça, c'est trop tard. C'est 10 ans plus tard et tu n'as rien fait. Et j'ai décidé que je vais travailler maintenant. Je vais faire des choses que je veux faire, que c'est pas comme... Je ne veux pas chasser des choses que d'autres mondes font, parce que je ne peux pas faire tout. Je ne suis pas bon en tout. Et c'est correct. Tous mes projets, c'est les projets que je veux faire. Pas parce que quelqu'un m'a demandé, est-ce que tu peux le faire? Je dis, je l'ai fait déjà 3-4 fois, mais pas pire. C'est bon, je veux le faire. C'est mes projets, c'est beaucoup plus de travail, de préparation. Des fois, c'est plus d'argent de planifier tout ça. Mais c'est satisfaisant. Mais je veux prendre ma retraite et je veux dire que j'ai fait les choses que je voulais faire. Pas comme, je vais travailler juste un peu plus, pas faire des choses que j'aurais dû faire quand j'avais 25 ans. Non, c'est ça. Je ne peux pas. D'ailleurs, ça me fait penser que quand cet épisode va sortir, ce sera le début de semaine, ce sera quelques jours avant le concert de la Chapelle du Bon Pasteur qui a lieu ce jeudi. Et peux-tu expliquer un peu ce concept de ce concert? Parce que peut-être qu'il reste quelques billets. Alors, je vous invite à Chapelle du Bon Pasteur. Je crois que c'est à 19h30, si je ne me trompe pas. Oui. Et les billets, je crois que c'est gratuit. C'est par la Ville de Montréal. Il faut simplement réserver. Mais même à ça, je crois que des fois, ils vont rajouter des places supplémentaires derrière les musiciens. Ils trouvent toujours un moyen de rentrer... tous les gens dans cet endroit important de la musique classique, de musique de chambre, pour ainsi dire, à Montréal. Donc, c'est un programme qu'on va dire solo chambriste. Peux-tu expliquer un peu qu'est-ce qu'il y en est? Oui, ça fait longtemps. J'ai mentionné quand j'ai commencé dans l'orchestre, c'est comme le début de ma carrière. Mais pas juste comme musicien d'orchestre, mais aussi j'ai commencé à apprendre la contrebasse, la musique. Et dans l'orchestre, on ne joue pas des choses super intéressantes. C'est très important, mais on ne joue pas beaucoup de mélodies. Même l'harmonie, c'est d'habitude, c'est le fondamental, le rythme. Et pour exprimer, et c'était un de mes buts principaux de devenir musicien, c'était de m'exprimer. Je joue souvent des solos, mais c'est limitant. La musique pour contrebasse, c'est limitant parce que techniquement, l'instrument, les cordes étaient trop difficiles à jouer il y a 100 ans. Il y avait toutes sortes de choses, mais je cherche toujours la musique et toujours une bonne place pour jouer. Pas juste pour les contrebassistes, pas juste pour n'importe qui. Je veux pour un public,
je veux choisir un programme qui met l'instrument avec toute la valeur que ça peut amener. Parce que c'est un instrument qui est la taille d'une humaine. Et ça peut chanter comme une humaine, mais c'est intime. C'est pas très fort comme une trompette ou même un violon ou un piano. C'est large, c'est sombre, c'est enveloppant, mais c'est pas comme dans une salle de 2000 personnes. Ça crie pas. Et j'ai choisi un programme qui met tout ça en valeur. Toute la musique est écrite pour la contrebasse, pas de transcription, pas de choses comme ça. Et ça montre comme tous ses côtés. Ça commence avec une pièce, tout vient de 20e ou 21e siècle, mais c'est pas comme des musiques avant-garde ou contemporaines comme ça. Ça commence avec une pièce d'Alfred Desanclos qui est qui est écrit pour le concours à Paris, je pense. C'est 2 mouvements, un qui est vraiment pas mystique, mais c'était vraiment qui reste dans le monde des pensées, des sentiments, mais des graves. Ça commence dans le grave de l'instrument. C'est pas juste des solos de contrebasse qui sont dans l'aigu pour montrer de virtuosité. Ça commence comme dans la terre et ça monte. Et j'aime ça, je veux ça. Et quand même, le deuxième mouvement de ça, c'est plus de côté jazz, fun, France, le Paris de peut-être les années 50 et tout ça. Une autre pièce, la deuxième pièce, c'est un thème et variation de Jean Français pour contrebasse solo, qui est plus... il y a un compositeur qui a écrit beaucoup de choses, mais qui est pensé plus comme léger, moins sérieux. Mais pour le contrebasse, c'est une pièce léger, mais quand même très sérieux, qui est difficile. Chaque mouvement, qui est des choses qui ne sont jamais demandées aux contrebassistes, mais qui marchent. Mais sauf que c'était un des plus grands défis que j'ai jamais eu. Mais quand même, j'adore cette pièce et ça montre tous les côtés ludiques, les côtés comme plus comme un chien qui aboie toujours et court partout. Il y a un côté comme dans les harmoniques qui est plus ethereal, je ne sais pas en français, mais il y a un côté comme plus mystérieux, jazzy. Et c'est tout ça. C'est vraiment le fun. Mais après ça, en fait, j'ai la chance de jouer avec un altiste absolument incroyable, qui est évidemment toi. Oui, on va jouer ensemble. Un petit duo. Oui, c'était un duo. En fait, c'est une pièce qui a été imposée parce qu'on en a joué déjà l'année passée exact. au Festival du Bic. Je ne connaissais pas cette pièce, mais c'est une pièce qui est très personnelle, je peux dire. Très personnelle, mais aussi très pertinent dans le temps actuel, qui parle de le politique et la pression, comment la vie peut être belle, mais quand même quand on est entouré des problèmes. Et c'est vraiment une pièce profonde que il n'y a pas beaucoup de pièces comme ça, actuelles, bien écrites, effectifs. Oui, c'est rentre dedans, là. Ouais. Ça fait son effet. Puis en plus, encore plus, je trouve encore plus avec les temps d'aujourd'hui, avec la guerre. Et c'est la guerre étant le sujet, entre autres, de cette pièce-là. Non, c'est une pièce qui est très touchante, très belle, très belle. Et le programme finit avec une sonate, une des rares sonates pour contrebasse de Lowell Lieberman, qui est américaine. Que je connaissais cette pièce depuis longtemps, mais juste la partition. C'est assez simple, c'est juste 5 pages. C'est très court sur papier, mais ça dure une bonne 23-24 minutes. Et c'est tellement beau. C'est la simplicité, mais aussi l'austérité et l'émotion. C'est comme une distillation de émotion. Et
c'est un peu comme les écouteurs, là, si tout le monde connaît le Arvo Pärt, le Spiegel im Spiegel, c'est un peu comme ça. C'est comme une structure qui est là, une simplicité qui est là, mais toutes les émotions sont dans cette simplicité. C'est presque comme un parable, qui est pas compliqué. C'est juste une essence d'émotion. Et une chose que je trouve très intéressante, ça veut dire que ça finit avec le mi du début du programme. C'est comme tout un arch qui en fait pendant toute la langue et on finit dans le grave. Mais même si on est très aigu, des moments aigus, ça finit où on a commencé. Ça retourne dans la terre. Et ça commence tout doucement, 3 pianos ou 4 même. Mais c'est comme la beauté absolue. Ah, excellent. Et s'il y a des gens qui sont loin, qui ne peuvent pas se présenter au concert, je présume qu'il existe un peu quelques enregistrements ici et là qui doivent traîner, ou peut-être peu, qui sont sur YouTube, peut-être? Mais il y a un sur YouTube, mais c'est comme une répétition. Il n'y a pas d'enregistrement. Ça, c'est un de mes projets aussi de faire un enregistrement de ça, parce que ça n'existe pas. Ah, ben voilà. Alors, une raison de plus pour venir voir le concert. Ouais. Alors, merci, Ali. Alors, nous allons passer maintenant à la prescription. Cher Ali, c'est à toi de briser la glace. Une prescription. C'est sûr que mes choix ne sont pas les choix de tout le monde d'autre. Ah non, mais c'est justement pour ça que je veux les entendre, ces choix-là. Mais dans le même thème de toutes les choses que je parlais, je vais parler des films de Terrence Malick. Oui. Mais c'est sûr, les films ne sont pas pour tout le monde, mais c'est comme cette essence de beauté ou de simplicité. Un film comme Tree of Life, oui. C'est une expérience. Tu parles le film en apprenant quelque chose de nous-mêmes, de sentir quelque chose. Oui. Et c'est ça. Pour moi, c'est la raison que je vive. Puis, et là, tu dis Tree of Life, grand film, mais c'est aussi le cinéma de Terrence Malick en général. C'est ça, il prend un temps... c'est tellement long pour lui de filmer un film. Là, ça prend tellement de temps. Puis, et c'est quelque chose qui est admirable parce qu'il veut s'assurer que ça soit vraiment à la perfection. Puis et il crée des moments spectaculaires, juste les directions photos. La photo qui est exécutée dans les films, c'est à pleurer tellement que c'est unique. Il n'y a rien de faux. Là, je veux dire, il travaille son image, ses histoires, mais c'est... Non, Terrence Malick, non. Et puis, écoute, c'est drôle que tu mentionnes Terrence Malick. Je trouve tellement que ça te colle bien, ça te représente bien pour ça. L'œuvre, en général. T'as-tu vu plusieurs de ses autres films, un peu? Mais, oui. J'ai aimé le New World. Oui. C'était une chose que je trouve c'est important de savoir on vient d'où. Oui. Parce qu'à ce moment-là, j'étais à Washington. Ça se passe à Jamestown, qui n'est pas loin de ça, près de Jamestown. Et une autre chose qui est importante dans ses films, c'est comme il utilise la musique classique et des fois, c'est une autre connexion. C'est une chose qui est importante dans soit des livres, des films pour moi que j'aime. Il y a toujours des autoréflexions, des connexions qui sont faites. Et pour moi, d'avoir la musique classique, je sais, il y a un moment dans le New World il fait toute l'introduction de Rheingold. C'est un accord de mi bémol majeur pendant 4 minutes et demie. Dans le film, il n'y a rien qui se passe. C'est juste, ça commence là, comme très grave et ça commence par 4 minutes et demie avec rien qui se passe. Et tu es comme dans ce moment, c'est ça, c'est l'expérience. Mais il faut avoir la patience, il faut être...
il faut être ouvert à juste Ah oui. absorber. Oh non, puis on n'y va pas pour une trame narrative avec un dénouement spécial et un méchant personnage. Non, non, on s'assoit puis on se laisse envahir par l'image et par le son et, comme tu dis, une expérience. Bref, du vrai cinéma. Moi, par contre, j'y vais avec une suggestion de cinéma plus léger cette fois-ci, parce que c'est un de mes coups de cœur des derniers temps. Un film qui s'appelle Last Night in Soho de Edgar Wright. Edgar Wright, qui est un maître de la comédie stylistique, on pourrait dire ainsi. Il a fait beaucoup de films qui s'amusaient avec le milieu des zombies, que ce soit avec des films policiers. Dernièrement, il a fait un petit documentaire sur les Sparks Brothers. Et là, cette fois-ci, il arrive avec ce film-là, The Last Night in Soho. Un film extrêmement musical dans lequel on suit une jeune fille qui décide d'aller étudier. Elle vient de la campagne anglaise. Elle décide d'aller étudier à Londres pour étudier la mode, tout simplement. Elle aime la mode. Sauf qu'elle est un peu décalée par rapport aux autres. Elle aime la mode des années 60. Elle est obsédée. On est dans les années d'aujourd'hui, mais elle est obsédée avec ça. Obsédée avec ce style de vie-là, cette époque-là. Et la musique est très, très présente tout au long. Et tout d'un coup, après quelques soirées à vivre dans ce quartier, elle va dans ses appartements, elle se couche le soir et il se met à avoir des rêves très, un peu psychédéliques, mais aussi des rêves qui l'amènent à voir un personnage qui revient toujours, une jeune dame qu'elle suit. Elle la suit dans le rêve et il y a une histoire qui se trame alentour de ce personnage-là dans lequel on se retrouve dans les années 60. Et finalement, elle commence à développer une dépendance à son sommeil. Elle veut toujours retourner se coucher pour voir où ce rêve-là va la plonger. Et le rêve va commencer à transformer sa réalité. Et c'est une réflexion justement sur cette espèce de fétichisme parfois qu'on a de certaines époques. Est-ce qu'on doit s'y attacher, tout ça. Il y a un ton parfois rigolo, mais c'est plutôt un film assez tragique avec une fin assez spectaculaire comme Edgar Wright sait si bien le faire. C'est un tripeux de cinéma. Le monsieur, il aime faire des références à tous les styles. Moi, j'adore son art. On est loin de Terrence Malick. Mais en même temps, je me dis c'est assez agréable d'aller dans une autre direction. Alors voilà pour ma suggestion. On y va avec une autre de Ali. Oui, OK. Il y a un livre que je lis maintenant. En fait, je le lis en perse. Mais je le lis en traduction anglaise. Il n'y a pas de traduction française, malheureusement. Ça s'appelle en anglais, c'est Hafez in Love. Et c'est un livre d'auteur perse Iraj Pezeshkzad. Il est comme le plus connu des auteurs perses. Malheureusement, il est mort il y a quelques mois. Ah, OK. Mais il était très intéressant, diplomate, habité à Paris longtemps, vraiment un homme des lettres, tout ça. Mais ce livre, c'est un livre un peu plus léger, c'est pas long, et c'est comique, mais ça parle de poètes, les nés plus ultra poètes de l'Iran, c'est Hafez. OK. Mais ça parle de sa vie dans un moment historique où la ville où il est, Shiraz, est conquis par un autre roi qui vient, qui est plus oppressif. L'ancien roi, il était plus un amant de poésie. Et tout ça, dans tous les cours, la poésie, c'était la vraie littérature perse. On parle de 14e siècle. Wow, ici. OK. Et la poésie, en fait, de Hafez, c'est comme le centre, je peux dire que c'est le centre de la culture perse. Même aujourd'hui, il y a des gens qui mémorisent tous ces poèmes. Il n'y a pas juste comme une vingtaine, il y a des centaines. C'est toujours des poèmes d'amour. Et c'est des poèmes de plein d'émotions. Mais c'est pas comme... C'est tellement loin de la façon de penser, de penser comme européenne. Mais je ne fais pas de cette différence. C'est pas loin comme ça, mais
c'est expliqué à moi que c'est plus une façon dans le West, je peux dire, que c'est logique. A, après c'est B, après c'est C, après c'est D. Mais dans ces poèmes, c'est plus comme un centre avec les rayons qui va dans d'autres directions. En tout cas, dans ce livre, c'est presque une comédie. OK. Parce qu'il tombe en amour avec une poétesse, mais il faut qu'il parte de la ville, mais il ne veut pas. Il est comme un peu un personnage qui est plus comme un naïf. Ouais. Et tout le monde d'autre essaie de le garder en sécurité, tout ça. Mais il y a beaucoup de poèmes dans le livre. OK. Et c'est les vrais poèmes. Qui sont originaux, qui Oui, sont exactement, inscrits. mais ils sont insérés dans le livre comme très... c'est original, c'est créatif, c'est super. Wow. C'est sûr qu'on perd un peu dans la traduction, mais la traduction est parfaite. Ce qui m'attire surtout à ça, c'est la personne qui a fait la traduction. Il y en a deux, mais un est mon prof de perse, OK. qui s'appelle Pune Shabani Jadidi. And Patricia Higgins is the other translator. Et ensemble, ils ont fait cette livre magnifique. Et c'est comme une fenêtre dans un autre temps. C'est sur le 14e siècle. Mais c'est aussi une fenêtre dans une autre culture. Mais il y a aussi une réflexion d'aujourd'hui avec l'oppression et le gouvernement qui, c'est sûr, dans l'Iran, après la Révolution, il y a toutes sortes des problèmes avec la musique, avec la culture. Ça doit être comme plus islamique. Oui. Et ça parle de ça. Il y a définitivement des réflexions pour aujourd'hui. Pour la jeune génération. Oui. Et moi, je trouve que c'est excellent. Peux-tu redire le titre encore une fois? C'est Hafez in Love. Office in Love. OK. Excellent. Wow. Une belle suggestion ici. Merci. Pour ma part, moi, je vais aller avec de la musique. Pas de la musique classique, par contre. On va y aller avec un groupe américain que j'aime beaucoup qui s'appelle Fleet Foxes, qui est un groupe un peu hippie, un quintet, en fait, de jeunes hommes aux cheveux longs et à la moustache. Vraiment, on a l'impression quand on les voit sur la scène, on a l'impression qu'on est dans les années 70. Et ils ont longtemps fait des albums très acoustiques, je pourrais dire, instrumentation assez subtile, quelques guitares, tout ça, mais la grande beauté de ça, c'était leurs arrangements vocaux. Vraiment, ils ont des voix hallucinantes. Ils sont venus souvent à Montréal, j'ai eu la chance de les voir, c'est assez beau. Et là, cette fois-ci, avec leur nouvel album qui est sorti, il y a environ 1 an et demi, qui s'appelle Shore. Cet album-là, ils ont décidé d'aller complémenter le tout avec un peu plus d'instrumentation, parfois un peu rock, un peu... bref, un album un peu expérimental. On reconnaît les signatures des voix, on reconnaît ces élans-là, mais on a décidé d'habiller le tout. Certains ont rejeté complètement l'album, disant que c'était pas nécessaire, que c'était pas bon. Moi, je fais partie des étranges qui trouvent que c'était... que c'est beau, en fait, que c'est une autre proposition. J'aime toujours les artistes qui réussissent à évoluer un peu. Ça, c'était un beau choix. Alors, Shore, l'album Shore, du groupe Fleet Foxes. Et là, aurais-tu une petite dernière suggestion pour nous? Oui, il y a plusieurs choix, mais je peux choisir aussi quelque chose de la musique. Moi, je peux parler des sonates pour violoncelle de Shostakovich. OK. C'est ça, c'est une pièce qui est connue au moins pour le violoncelliste. Pour moi, la musique de Shostakovich, c'est surtout cette émotion et ces limites. Il est toujours écrit contre des limites. Oui. Et cette pression, il utilise pour trouver l'émotion qui n'est pas possible quand on est dans une société que tout va bien. Je pense que malheureusement, on ne peut pas écrire la même sorte de musique. Pour moi, la première fois que j'ai écouté cette pièce, c'est parce que j'ai lu un livre, en fait. J'ai fait un double suggestion ici. C'est un livre d'un auteur américain qui s'appelle William Vollmann. C'est un livre qui s'appelle Europe Central, qui est super excellente. Mais dans ce livre, c'est comme historique, mais c'est comme un fantasy. Tout est faux.
Mais à la fois historique. dans la réalité, mais dans les détails, c'est pas vrai. Mais dans l'historique général, c'est bon. Et ça parlait de cette sonate comme une lettre d'amour pour une femme avec qui il était en amour. Et c'est toujours comme Shostakovich, il y a des moments de toute beauté, mais comme une beauté qui a une douleur, toujours dans ça, quelque chose qui ne marche pas. OK, Et oui. c'est ça qui est important. Il y a d'autres moments aussi, il y a les mouvements vite qui sont plus mécaniques ou même agressifs ou frustrés. Mais pour moi, la musique de Shostakovich, toujours, c'est une autre réflexion dans son histoire, son temps, mais aussi dans l'essence de l'humanité. Un enregistrement que j'aime beaucoup, c'est de Peter Whistleby, Oui. qui est excellent. Qui donne la chair de poule, là. Ouais. Vraiment. Excellent. Écoute, merci beaucoup, Ali. C'était vraiment un plaisir de passer un peu de temps et de jaser de la vie, tout simplement comme ça. Et c'est un rendez-vous pour ce concert ce jeudi à la Chapelle du Bon Pasteur. Et voilà. Alors, à bientôt. Merci, Fred. Bye. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.